Il y avait 34 corps le lendemain. Oui. Mais Avec une capacité de 15 corps, vous avez dit. Mais comme j'ai dit, quand on les superpose, ils peuvent aller au-delà. Si vous allez dans les morgues tout à l'heure, pour le bâtiment dans lequel les corps doivent être mis, c'est une chambre froide, par exemple, de 10 corps. Donc 10 casiers. Mais dans les casiers, vu les réalités que nous vivons, on peut mettre 2 à 3 corps par casier. Ok, madame. Finalement, vous avez dit 34 corps. La capacité ne pouvait pas, en tout cas, conserver ces corps. Est-ce que vous avez avisé de ça au ministre de la Santé, au fait qu'il y avait un risque que, au bout de quelques jours, parce que hier on a eu le professeur Hassan Ba qui a dit ici qu'au bout de 36 heures, c'est connu, on ne peut plus conserver un corps. Et surtout, c'est des personnes mortes de mort violente, des personnes dont on a ôté la vie. Est-ce que vous avez alerté votre autorité hiérarchique, qui était en l'occurrence le ministre de la Santé, sur la nécessité d'avoir d'autres plans B? Bon, moi, je ne me suis pas beaucoup focalisé sur tout ce qui est expertise dans la gestion des corps, parce qu'il y a un spécialiste qui s'en est très bien occupé. Donc, je m'en tenais aux informations qu'il me donnait. Madame, vous avez dit ici que vous étiez spécialiste de gestion hospitalière. Oui. Il y avait une crise qui était là, oui. On avait des corps sur les bras et on devait engager quand même un certain nombre de responsabilités. Ces personnes-là ne s'étaient pas suicidées gratuitement, elles étaient mortes du fait d'autrui. On leur avait ôté la vie. Donc, est-ce que vous en avez parlé avec lui du fait qu'il existait d'autres alternatives pour éviter que ces corps ne se décomposent, ou alors pour prendre des photos avant que les corps ne se décomposent? Parce que vous avez pris le soin de faire des listes, d'enregistrer. J'ai collaboré parfaitement avec le professeur Hassan pour ces différents corps, parce qu'il s'agissait maintenant de trouver une quantité suffisante de formol. Je ne suis pas directement spécialiste de la gestion des corps, de la thanatopraxie, mais je sais que la formalisation facilite aussi la conservation des corps. Okay. Donc, autant de formol ils avaient besoin, cette quantité a été mise à leur disposition. Est-ce que la formol a été suffisante au bout de 5 jours, madame? Les besoins qui ont été exprimés, cette dotation a été mise à leur disposition. Madame, vu que c'était des crimes qui avaient été commis et que certains de nos compatriotes avaient perdu la vie, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives? Notamment prendre des photos, notamment garder les objets appartenant à ces personnes-là, les répertorier, prendre des photos. Non, n'étant pas spécialiste en la matière, je n'avais pas cette expertise à ce moment-là. Je collaborais directement et je m'en tenais en tant que gestionnaire, parce que c'est ça aussi, il faut savoir déléguer pendant le commandement. Donc, et vous n'avez pas demandé des consignes? Je me suis contenté de ce que je lui fais confiance. Il est professeur agrégé de rang magistral. Tout ce qu'il m'a dit concernant la gestion des corps, j'ai validé et nous avons travaillé dans ce sens. Donc, la gestion des corps, finalement, a été une catastrophe? Non, moi je peux dire que depuis que les corps sont arrivés dans les 2 hôpitaux, techniquement, l'expertise a été mise en place, les équipes de la médecine légale ont été mobilisées, parce qu'il faut reconnaître que les corps sont arrivés en très mauvais état. Une catastrophe, comme on le dit, tragédie humaine, qui s'est passée le matin, puisque tout le monde parle entre 10h, 11h, midi, et que ces corps ont été entassés dans des camions, donc n'ont pas été bien protégés, et sont arrivés tard dans la nuit. Moi, nous savons tous, même si ce n'est pas un expert en la matière, que ces corps sont arrivés en mauvais état dans les 2 morts. Oui, mais madame, ça reste une catastrophe pour les victimes. On a enterré 25 personnes sans possibilité d'identification. Donc ça reste une catastrophe. Ma dernière question va tenir compte du fait que, comme vous avez parlé de boucherie, du fait que les personnes ont souffert dans leur chair, du fait qu'il y avait près de 800 blessés, de personnes qui ont souffert, est-ce qu'il y avait un fonds prévu sur le long terme pour les victimes? Est-ce qu'il y avait un fonds prévu sur le long terme pour les victimes? Non, je n'ai pas connaissance de ce fonds. Et vous ne l'avez pas proposé non plus?
Bon, nous avons toujours sollicité l'indemnisation des victimes depuis les premiers jours. Ce que nous avons fait dans le cadre de nos attributions, c'était de leur assurer, et ça c'était leur droit, la prise en charge gratuite. Et vraiment, il y a eu un élan de solidarité de très haut niveau pour venir leur secourir, leur apporter assistance en vivres, ressources financières. Et nous avons proposé vraiment qu'à terme, une indemnisation soit mise en place pour ces victimes. Ok. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Madame la directrice, bonsoir. Bonsoir, maître. Vous avez déclaré à cette barre avoir reçu que 4 femmes victimes de viol. Vous confirmez cette déclaration? Le premier jour, c'est cette information qui a été portée sur les documents d'enregistrement des victimes, 4 cas de violence sexuelle. D'accord. Est-ce que toutes ces femmes avaient bénéficié correctement de soins? En tout cas, toutes celles qui sont arrivées à l'hôpital national d'Onka ont bénéficié de soins. Ok, continuez. Je vous écoute. Bon, certes qu'il y avait certaines qui avaient été victimes de violences sexuelles, mais comme elles avaient certainement d'autres traumatismes, les traumatismes corporels qui étaient là, vraiment, ont été directement pris en charge. C'est les jours suivants, ce sont les jours suivants qu'elles ont dévoilé, beaucoup d'entre elles ont dévoilé qu'elles ont été victimes de violences sexuelles. Madame la directrice, certaines victimes de viol étaient passées ici, je parle bien entendu sous le contrôle de Monsieur le Président, et avaient déclaré avoir été humiliées, insultées, chassées de l'hôpital d'Onka par vous. Qu'en dites-vous? Par qui? Par vous. C'est faux, archi faux. Je n'ai jamais eu de tel comportement dans ma carrière professionnelle. Est-ce que ce n'est pas ce comportement qui a découragé la plupart des victimes de viol à venir vers vous? De toute ma carrière professionnelle, ça me fait bientôt 40 ans, je n'ai jamais eu de tel comportement. J'ai toujours travaillé en fonction du serment d'Hippocrate, dans l'éthique, la déontologie. Et ça, je le confirme aujourd'hui devant ce tribunal. Et pourtant, la plupart des victimes qui ont comparu à cette barre... Maître, ce sont des calomnies dont j'ai été victime. Je n'ai jamais refusé de donner des soins à qui que ce soit. À qui que ce soit. D'ailleurs, de toutes les façons, je vous ai dit que je ne touche pas aux malades. Je ne touche plus aux malades. J'assure la coordination de la prise en charge médicale. Montrez-moi un médecin qui va dire devant, parce que les victimes peuvent le dire, mais moi je ne soigne pas, je ne pique pas, je ne fais pas d'intervention, je n'apporte aucun soin à un malade. J'assure la coordination de la prise en charge médicale. Aucun médecin, aucun professionnel de santé ne vous dira que j'ai donné des instructions qui ne prennent pas en charge un malade. Que Dieu le Tout-Puissant m'en garde. Tout le monde connaît, moi, ma générosité, mon humanisme, la probité morale avec laquelle j'ai travaillé pendant l'exercice de mes fonctions à l'hôpital national. J'ai rendu de loyaux services à ma nation. Je n'ai jamais refusé de soigner un malade. C'est bon. Ça, que Dieu m'en garde, le Tout-Puissant. Est-ce que parmi les 815 blessés que vous avez reçus, il y a eu des cas de mort? Il y a eu des cas de mort parmi les 815 que vous avez reçus? Parce que vous savez, parmi les 815 blessés, il y a eu 77 hospitalisés à l'hôpital national d'Onka. Et sur les 77 hospitalisés, nous avons notifié, il m'a été notifié 6 cas de décès, selon les services chirurgicaux. Et il y a même les services chirurgicaux concernés qui sont là. En chirurgie générale, 1 cas de décès. Chirurgie thoracique, 1 cas de décès. Neurochirurgie, 3 cas de décès. Et traumatologie, aussi 1 cas de décès. 6 cas. À part, monsieur le colonel Aboulay Chérif Diaby, est-ce que vous avez reçu d'autres personnes, d'autres autorités militaires? En dehors des visites pour voir les malades dans les services d'hospitalisation, je n'ai reçu la visite d'aucun militaire. Je vous remercie, monsieur le président. Merci.
avant l'ouverture des enquêtes par la commission d'enquête nationale dont vous étiez membre? Non, je n'ai pas été membre de la commission d'enquête. Avant l'ouverture de la commission d'enquête, oui, on a reçu bien avant. Voilà, c'était bien avant. Oui, bien avant. C'est ça. Vous avez dit ici, à moins que je ne me trompe, je voudrais en avoir la précision, vous avez été membre de la commission d'enquête. Oui, je suis membre de la commission d'enquête. Très bien, on continue. Vous avez eu à gérer les corps au niveau des 2 morgues. Quelle est la capacité d'accueil de chaque morgue? Je répète, cher maître, monsieur l'avocat, Oui. j'avais une capacité à l'époque de 10 corps à Ignasdine, et je dis bien 14 corps à Donka. Pourquoi 14? Parce que c'est un bloc de 10. Pour les 2 étaient à Ignasdine. On a délocalisé un bloc de 10 à Donka, plus un ancien bloc de 4 corps. Donc il y avait 14 à Donka et 10 à Ignasdine. Alors, ça veut dire que si nous prenons les capacités d'accueil des 2 morgues, en tous, 24. Oui, 24. Alors, et vous devriez gérer au niveau de ces 2 morgues 58 corps. Oui, affirmatif. Alors, et ça veut dire que vous avez entassé des corps. Monsieur l'avocat, je vous ai dit que j'ai mis à certains endroits 2 corps dans une même chambre. C'est passé même sur France 24. Tout le monde l'a vu. Oui, donc, ça dépend aussi de la corpulence des corps. Il y a des corps, bon, je ne sais pas, je ne veux pas vous citer, qui ne peuvent pas rester 2 dans une chambre. Donc, on a essayé de voir qu'est-ce qui est possible pour conserver le corps. Je voudrais quand même que vous mettiez dans l'esprit de celui qui était à l'époque en charge de la gestion de ces corps. Et notre première préoccupation n'était pas tout ça, c'était de dire comment est-ce que je pourrais loger tous ces corps-là, sans pour autant que ces corps ne se décomposent. C'est ça ce qu'on savait. Et c'est pour cette raison qu'on était obligé de mettre 2 à 2 les corps dans certaines chambres, et les corps qui ne pouvaient pas rester à 2, on les a laissés seuls. Vous savez que des témoins ont comparu ici, qui ont fait état de ce que des corps étaient entachés les uns sur les autres. Est-ce que dans ces conditions-là, votre mission qui visait à conserver l'état de ces corps, est-ce que cette mission n'a pas été un échec? C'est vous qui le dites, je vous laisse, vous êtes responsable de vos propos, mais ce n'est pas à vous, c'est à moi qui l'a posé la question. Calmez-vous. Voilà, donc, calmez-vous, maître. Maître, calmez-vous. Je vous laisse le soin de vos réponses. Moi, je dis et je répète, ce n'est pas à moi d'équiper les chambres froides. Je pense que ça, vous devez le comprendre. Est-ce que vous êtes fatigué ou vous voulez continuer? Oui, parce que ça commence. Hein. Mais je vais essayer. Ce n'est pas à moi d'équiper les chambres froides, d'installer les chambres froides dans des hôpitaux. Ce n'est pas ma responsabilité. Ce n'est pas non plus à moi de voir un peu, de mettre les moyens à la disposition pour pouvoir pratiquer les soins de thanatopraxie. Ce que je pouvais faire professionnellement, humainement, c'est ce que j'ai fait. Et mettre les corps 2 à 2, je suis tout à fait d'accord que c'est un gros problème parce qu'en fait, les conditions de rafraîchissement, parce que pourquoi on met le corps dans les chambres froides? C'est pour rafraîchir, pour retarder la putréfaction de ces corps. Et donc, lorsqu'on les met 2 à 2, c'est vrai que la fraîcheur n'est pas suffisante pour pouvoir les garder le plus longtemps. C'est pour cette raison, en plus de la mise en place, des corps dans les chambres froides, les corps étaient préparés. Les corps ont bénéficié des soins de thanatopraxie. D'accord? Donc, et les corps qui étaient mis en chambre froide et les corps qui sont restés sur la paillasse ont été traités. Vous avez également parlé des corps qui n'ont pas pu être identifiés et qui ont été inhumés par la Croix-Rouge. Vous le maintenez? Mais je maintiens que c'est la Croix-Rouge qui est en charge de l'inhumation des corps.
Et à propos, je voudrais savoir, est-ce qu'au niveau de nos deux CHI, il n'existe pas de structures qui s'occupent de l'inhumation des corps en pareille circonstance? Bon, vous dites en pareille circonstance. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des morts d'hommes, on appelle crime dans un espace public, vous-même vous l'avez dit, il appartient au procureur. Est-ce que lui, il va désigner une structure appropriée pour faire cette inhumation? C'est lui qui le sait. Mais dans les conditions normales, en dehors de cas du 28 septembre, il y a des sociétés de pompes funèbres qui s'occupent de l'inhumation des corps. Des sociétés j'ai pas bien... De pompes funèbres. C'est les sociétés de pompes funèbres qui gèrent l'inhumation des corps. D'accord? Mais dans notre pays, je crois qu'il n'y a qu'une seule société de pompes funèbres et elle n'a pas été sollicitée. Et si c'est généralement les particuliers qui sollicitent l'enterrement par les Parlez sociétés. dans le micro, s'il vous plaît. Ouais. Elle n'a pas été sollicitée, c'est généralement des particuliers qui sollicitent la société de pompes funèbres pour l'inhumation. C'est tout simplement regrettable de relever que l'on fasse appel à la Croix-Rouge, on laisse les structures internes. Je vais continuer. Je peux m'asseoir? Vous avez le choix, oui. Je vous l'avais dit dès au début. Réajustez les micros, s'il vous plaît. Et lorsque la Croix-Rouge procédait aux inhumations de ces corps, étiez-vous présent? Non. Et qui a mis les corps à la disposition de la Croix-Rouge aux fins d'inhumation? Le service des armées. Le service des armées. Ok, ça veut dire que l'armée était fortement impliquée dans la gestion des corps. C'est à vous de le savoir. Moi, je ne sais pas. Ah oui? C'est vous qui êtes là, s'il vous plaît. Le problème est que, Monsieur le Président, c'est des questions répondues. Parce qu'en réalité, je vous ai dit, au stade, au cimetière, il y avait le service médical des armées. Il y avait les militaires. Il y avait... il veut savoir si l'armée était fortement impliquée dans la gestion des corps. Bon, la gestion des corps, c'est pas... non, elle n'est pas fortement impliquée. L'armée était là. Une autre question. C'est elle qui a déposé les corps. C'est elle qui assurait la sécurité des corps. Mais la gestion des corps était une gestion médicale dans les morgues. Est-ce qu'au moment où on remettait ces corps à la Croix-Rouge, où l'armée, vous l'avez dit, remettait ces corps à la Croix-Rouge, est-ce que monsieur le procureur compétent était présent? Non. Très bien. Vous avez également, en réponse à l'une des questions posées par le procureur Sidiki Kamara, vous aviez dit que c'est sur vos conseils que des corps ont été exhumés pour des fins de tests ADN. Vous le confirmez? Bon, écoutez, j'ai dit que j'étais membre de la commission d'enquête. Et dans la commission d'enquête, il y avait une commission santé. J'étais président de cette commission santé. J'ai proposé. Voilà. J'ai proposé, sachant déjà qu'il y avait des corps non identifiés qui sont inhumés à Cameroun, j'ai proposé qu'on fasse des prélèvements ADN et qu'on envoie les échantillons en France pour faire des croisements. Ça, c'est moi qui l'ai proposé. Je suis en train de dire, c'est sur vos propositions. Oui, absolument. Et lorsque vos propositions ont été acceptées, vous avez mis à contribution votre équipe. Absolument. Voilà. Et votre équipe a procédé à des prélèvements. Tout à fait. Alors, et ça, c'était à un moment où déjà les enquêtes étaient ouvertes, oui ou non? Puisque la commission d'enquête était en train de travailler.
Oui, ça c'est au décours des enquêtes, oui. La commission d'enquête était en train de travailler. Est-ce que cela est normal qu'on Moi, procède à des prélèvements? Permettez-moi. Qu'on procède à des prélèvements pendant que les enquêtes sont ouvertes sans que cela ne soit référé à monsieur le procureur. Trouvez-vous cela normal? Mais écoutez-moi très bien. Moi, je ne cherche pas à savoir ce qui est normal ou pas normal. Je vous dis ce que je fais et ce qui s'est passé. C'est à vous d'apprécier, c'est normal ou pas. Oui, mais ce que vous faites doit être conforme à la légalité. Ah, moi, je me suis toujours conformé Voilà, à la professeur. légalité. C'est ça. Un Non, médecin non. légiste agit dans les limites de la légalité. Je me conforme à la légalité. Tout ce que j'ai fait en 29 ans de travail d'exercice de ce métier. Est-ce que Voilà. vous savez qu'en procédant à des prélèvements, que cela constitue un travail technique qui est du ressort d'un médecin légiste? Ah, mais ce sont des médecins légistes, des médecins qui travaillent avec moi, qui sont allés avec un protocole, qui ont fait les prélèvements. Est-ce que vous savez que vous, en faisant agir des personnes sous votre autorité, dans le but de procéder à des prélèvements, alors que vous êtes en même temps membre de la commission d'enquête, que vous étiez à la fois en train d'agir comme membre, comme enquêteur, et en même temps comme expert sur le terrain? N'est-ce pas une confusion de qualité? Non, monsieur l'avocat. Et vous savez pourquoi je suis allé dans la commission d'enquête? Oui, allez-y. À 2 titres. D'abord parce que je suis médecin légiste et je suis président de l'ordre des médecins. Est-ce que vous pouvez me dénier le pouvoir, en tant que médecin légiste, de faire un prélèvement et d'utiliser les personnes ressources qui sont capables de m'aider à faire ce travail? Lorsque vous êtes enquêteur, vous ne devez pas le faire. Écoutez, lorsque vous êtes enquêteur, permettez-moi, s'il vous plaît, la loi est très claire. Hein? Lorsque vous êtes enquêteur, un enquêteur qui se heurte à des questions d'ordre technique, il doit en référer au procureur pour qu'un expert soit désigné. Vous ne pouvez pas être membre de la commission en tant qu'enquêteur et en même temps intervenir en tant qu'expert. Ça, c'est une confusion de genre. Alors moi, je ne trouve pas la confusion parce que cette enquête a été, cette exhumation a été initiée par la commission d'enquête. C'est la commission d'enquête, ce n'est pas le procureur qui a initié cette exhumation, c'est la commission d'enquête. Je suis membre de cette commission d'enquête. J'ai utilisé les ressources que je dispose pour pouvoir faire ce travail et je l'ai fait et je pense que je l'ai bien fait. Où sont les rapports auxquels vous avez abouti comme résultat en ce qui concerne toutes les opérations que vous avez illégalement accomplies? Bon, le rapport demandé à la commission d'instruction, le rapport a été déposé, je vous ai déjà dit ça. Les rapports de vos prélèvements, je parle. Mais quel rapport de prélèvement? Oui. Il n'y en a pas? Rapport de quel prélèvement? Oui, les prélèvements qui ont été effectués Est-ce que c'est un prélèvement? par l'équipe qui Attendez. évoluait pendant les enquêtes sous votre autorité. Monsieur et non sous l'autorité de la justice. Monsieur l'avocat, Maître. je répète, c'est la commission d'enquête qui a initié cette exhumation. Ce n'est pas le procureur. Un. Je répète que si je suis allé faire des prélèvements, ce n'est pas un rapport de prélèvement que moi je dois déposer à mon mandant. C'est un rapport du résultat des examens que j'ai réalisés. Voilà. Donc, ce n'est pas ici qu'on va me demander de me faire un rapport de prélèvement. Je n'ai rien à faire par ça. Écoutez, vous avez eu à procéder à des opérations qui ont même précédé l'ouverture des enquêtes. Et vous avez eu à décrire ces opérations ici. Et malheureusement, ces opérations ne sont pas suivies des dépôts de rapports. La conséquence, monsieur le ministère public et même le tribunal vous ont demandé de déposer ces rapports. Pourquoi vous avez agi ainsi? Je vous répète, monsieur l'avocat, que je n'ai pas de réquisition. Et je vous informe également, parce que vous êtes avocat, que pendant mon exercice, je répète, près de 30 ans de médecine légale dans ce pays,
et j'ai toujours déposé mes rapports, et à temps, quand je suis requis. Et si je n'ai pas déposé de rapport, c'est parce que je n'ai pas de réquisition. La seule fois que la commission d'enquête m'a demandé de procéder à des prélèvements pour effectuer l'ADN, j'ai reçu le rapport a été déposé. Nous ne l'avons pas. Là, vous voyez, vous n'avez déposé ni des rapports avant l'ouverture des enquêtes, vous n'avez déposé des rapports après l'ouverture des enquêtes. Et je vous donne lecture des dispositions de l'article 77, là, puisque vous voulez nier l'évidence du Code de procédure pénale. S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toute personne qualifiée, sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 260. Les personnes ainsi appelées prêtent par écrit serment d'apporter leur concours à la justice en leur conscience et en leur honneur. Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Vous voyez, lorsqu'une question d'ordre technique se pose à un OPJ, à une juridiction, et qu'il s'agit d'une juridiction d'instruction ou d'une juridiction de jugement, alors ces autorités-là peuvent désigner un expert. C'est cet expert-là qui procède. Et malheureusement, vous n'avez pas été réquisitionné. Je me demande à quoi les rapports que vous entendez déposer vont servir. Voilà. Encore une fois, monsieur l'avocat, vous faites une confusion. Cette expertise n'a pas été demandée par le parquet. Elle n'a pas été demandée par un juge. Elle a été demandée par une commission d'enquête qui a été mise en place pour la circonstance. Si je devrais déposer un rapport, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je dois déposer le rapport à la commission d'enquête. À la commission d'enquête. C'est à la commission, je vais finir. Oui, parce que vous ramenez tout en droit. Moi, je peux vous ramener sur le code de déontologie, qui me dit qu'obligatoirement, c'est l'obligation. Non, même si vous êtes avocat. Pas des textes de loi. Voilà, on parle de textes de loi, mais tout n'est pas droit pénal. Si. Parce que, non, ne mettez pas tout ça dans le cadre de droit pénal. On est dans la procédure pénale. Non. Alors moi, je vous oppose le droit de la déontologie médicale. Quelle disposition? Sortez-moi. Moi, je ne regarde pas de vos dispositions. Tout médecin a l'obligation de répondre à sollicitation de ses malades. Donc, dans le cas précis, j'étais dans l'obligation d'examiner et de procéder à l'identification des corps. C'est non discutable. C'est la déontologie médicale. Maintenant, vos dispositions de loi pénale, gardez-les. Moi, je vous dis en plus, au niveau de la commission d'enquête, ce n'est pas le tribunal qui nous a requis, c'est la commission d'enquête. Et le rapport que j'ai envoyé de Paris, je l'ai envoyé à la commission d'enquête. Et c'est le rapport-là qui a été déposé à la commission d'instruction du tribunal. Donc, vous n'amenez pas tout au tribunal, au procureur et tout ça. Vous savez que lorsque vous agissez en tant que professionnel, on vous demande d'agir par rapport à un cas de mort. Lorsqu'il est question de déterminer la cause de ces cas de mort, vous devez avoir à l'esprit que vous devez agir conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Il n'y a aucune autre disposition palliative en la matière. Et vous ne l'avez pas fait, il faut le reconnaître au moins. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé avec lui.